Voilà, donc on dédie ce cours pour la Refoua Shelema de toutes les personnes qu'on vient de citer. Et on va lire un Tehillim en demandant à Kadosh Baruch Hu de me mettre les bons mots dans la bouche également. Ashrei Aish Asher lo alar ba'atzat reshaim uvderech chataim lo amad uvmoshav letzim lo yashav ki im betorat Adonai cheftzov torato yehege yomam valayla vehaya ke'etz shatul al palgei ma'im asher piryo iten berito ve'aleu lo ibol vechol asher yaratz yatzliach lo chen areshaim ki im kamotz asher titfenu roach al ken lo yakmu reshaim bamishpat vechataim ba'adat tzadikim ki yodea Adonai derer tzadikim vederer reshaim toved. Ok. Les chiffres. On est toutes dans le ménage de Pessah à fond, en train de dire j'ai fait le tri dans les objets que je n'utilisais plus, les trucs, les machins. Et c'est formidable de faire ça parce que en même temps qu'on fait ça matériellement, en fait, on fait ça également dans nos vies. D'accord? Et il y a une chose qui est merveilleuse, à chaque fois, vous savez, je vous dis, lors du calendrier juif, on passe par plein d'étapes différentes. Et en fait, chaque mois représente une énergie différente, d'accord? Et cette énergie, elle correspond à quoi? Elle correspond à une force qu'Hachem a mis dans le monde, à la création de l'univers, et qui revient de manière cyclique chaque année, ok? Le mois de Nissan, dans lequel on est rentré la semaine passée, on est le 7 Nissan aujourd'hui, le mois de Nissan, et donc pile dans 7 jours, enfin dans 8 jours, le 7 jours, ben c'est Pessah, d'accord? Donc, le premier Nissan, qu'est-ce qui se passe? On rentre dans un mois dont la force, l'énergie, c'est la liberté, la libération. OK? Et d'ailleurs, si Pessah a eu lieu le 15 du mois, c'est parce qu'au 15 du mois de Nissan, c'est le pic de l'énergie libératrice du mois de Nissan. Chaque 15 du mois, c'est le pic de l'énergie de ce mois. OK? C'est là où on va avoir la plus grande vague d'énergie du mois. Okay? Donc, en fait, on comprend que Pessah a eu lieu le 15 Nissan, non pas parce que c'était n'importe quel jour, mais c'est parce que c'est ce jour-là qu'Akadosh Baruch Hu a choisi, parce qu'il y avait cette force extrêmement libératrice et que donc c'était le moment propice à ce que les Hébreux sortent d'Égypte. Et nous aussi, c'est le moment propice pour que nous sortions d'Égypte. Et qu'est-ce que c'est Égypte? En hébreu, ça se dit Mitzraïm. Okay? Mitzraïm, ça vient du mot sarar, qui veut dire limiter. Boundaries, like tout ce qui limite, qui contraint. D'accord? En fait, Mitzraïm représente l'esclavage pour nous. D'accord? Dans notre esprit, l'Égypte, ça représente le moment où les Juifs ont été esclaves. Et en réalité, oui, ça représente une forme d'esclavage. C'est quoi l'esclavage? C'est lorsque on n'est pas libre de ses choix. Alors, qu'est-ce qui va faire dans nos vies à nous que nous ne sommes pas libres de nos choix? Eh bien, ça va être toutes les influences extérieures et parfois intérieures également qui vont nous diriger, nous influencer en dehors de ce que nous, on aurait vraiment voulu faire à la base. D'accord? Quand je parle de moi, j'aimerais, par exemple, j'aimerais prendre du temps pour moi, mais, d'accord, j'aimerais prendre du temps pour moi, idéalement, ça c'est vrai. Quand je dis j'aimerais prendre du temps pour moi, le J apostrophe, il représente qui? Il représente ma neshama. Okay? Cette partie en moi, qui est une partie d'Akadosh Baruch Hu, et qui est limpide et claire, on va dire. Elle sait pourquoi elle est venue dans ce monde, cette neshama. Et donc, quand elle dit « j'aimerais prendre du temps pour moi », c'est parce qu'elle sent que son corps dans lequel elle a été placée et qui, lui, est limité. Limité tout simplement parce qu'un corps, il a des besoins, d'accord? Il faut manger, il faut boire, il faut dormir, d'accord? Et parfois, quand on ne mange pas assez, quand on ne boit pas assez, quand on ne dort pas assez, quand on n'est pas assez aimé, quand on n'est pas assez encouragé, tout ça, en fait, eh ben, ça va limiter les capacités du corps à aller vers la volonté de la neshama. D'accord? Et en un sens, donc, on est déjà contrainte par les besoins de notre corps. D'accord? Ça, c'est une première chose. Mais on est également contrainte par les personnes ou la société, par notre environnement, en fait. Pourquoi? Parce que notre environnement, il va influencer ce que je fais,
dans certaines sociétés, c'est tout à fait OK de cracher par terre, de rôter, d'avoir des flatulences, etc. Par exemple, apparemment, je n'y suis jamais allée, mais paraît-il qu'en Chine, ce n'est pas un problème de cracher par terre, de rôter, d'avoir des flatulences. D'accord? Si quelqu'un rentre chez moi, pète et rote et crache par terre, je vais le regarder, je lui dire excusez-moi, vous voyez la porte? Voilà, ben vous pouvez ressortir, retourner chez vous en Chine. Chez moi, ce n'est pas comme ça. D'accord? Mais dans certaines sociétés, par exemple, c'est tout à fait OK de faire certaines choses qui, dans d'autres sociétés, ne sont pas du tout acceptables. Donc, la société, elle a une influence sur notre comportement. OK? Mais elle n'a pas seulement une influence sur nos comportements, elle a également une influence sur nos capacités. Par exemple, si je vis dans une société très machiste, d'accord? Eh bien, je vais penser qu'une femme n'a pas les capacités de faire telle chose ou telle chose. Par exemple, qu'est-ce qu'on va dire? Un exemple. Travailler, d'accord? Conduire. OK. Parce que quoi? Parce que la société, pendant des siècles et des siècles, m'a inculqué qu'une femme ne peut pas faire ça. D'accord? Donc, ce n'est pas possible. Donc, je ne vais même pas essayer de le faire. Vous savez que nos croyances, elles limitent nos capacités. Parce que je pense que ce n'est pas possible, alors je ne vais jamais essayer de le faire. C'est à partir, il y a une histoire comme ça très intéressante du saut en hauteur. Pendant des années, peut-être des siècles, peut-être des millénaires, je ne sais pas exactement, on pensait que l'être humain ne pouvait pas sauter plus haut, je vais vous dire un chiffre bidon parce que je ne me souviens plus exactement, mais qu'1,82 m, par exemple. Et donc, il a reached the records, like il a 1,82 m, 1,82 m, bravo. Et un jour, il y a un monsieur qui a sauté en hauteur à 1,83 m. Et à partir de cela, eh bien, ils ont sauté jusqu'à, je ne sais pas, on va dire 2 mètres, par exemple. D'accord? Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on ne se limitait plus, eh bien, en fait, tout était possible. La manière dont on pense influence nos capacités. Et nos capacités influencent notre comportement. D'accord? Donc, nos croyances, notre manière de penser, de concevoir la réalité, ce qu'on considère être vrai, vient nous influencer. Et il y a donc la société, mais il y a même notre environnement encore plus proche, c'est-à-dire nos parents, par exemple. Ah, la petite Julie, par exemple, ah ben non, elle est très timide, elle ne peut pas parler en public. Alors là, ne lui demandez pas de faire une poésie en public, en classe. Non, la pauvre, elle va être malade. D'accord? La petite qui a entendu ça toute sa vie, elle va penser qu'elle ne sera jamais capable de parler en public. Ah, celle-là, je ne sais pas, vous avez déjà entendu, quelqu'un qui exprime souvent ses émotions en tant que petite fille, par exemple, en chouinant, en pleurnichant. Il y avait une expression, quand j'étais petite, qui était « pleure, tu pisseras moins ». L'expression. D'accord, donc, ou alors, celle-là, elle pleurniche tout le temps, la fontaine, non, d'accord. Donc, ça t'ancre en fait dans un manque de capacité à même exprimer tes sentiments. Tu te dis, bon, en gros, je n'ai même pas le droit d'exprimer mes sentiments. Donc, en fait, tu personnalises la... Exactement. Tu te places dans une situation où, quand tu as une émotion, tu ne sais même pas quoi en faire, en fait. D'accord? Donc, tu ne sais pas comment l'exprimer. Et en général, quand tu ne sais pas comment exprimer ton émotion ou qu'on ne te fait pas de la place, qu'on ne crée pas un espace pour toi d'exprimer ces émotions, d'accord? Et que on fait de la... Comment est-ce que ça s'appelle? On étouffe ces émotions, suppress. Je ne sais pas comment dire en français. On supprime ces émotions? Pas vraiment. On les étouffe, on va dire. On étouffe ces émotions, d'accord? Oui, moi aussi, ça me faisait en anglais, je n'arrive pas trop en français. Eh bien, à ce moment-là, ça peut créer une sorte de jarre qui se remplit, qui se remplit, qui se remplit, un peu comme ce magnifique verre qu'on adore. Et à un moment ou à un autre, à 30 ans, à 40 ans, tu as une personne qui va exploser, faire une crise. Tu ne sais pas pourquoi, parce qu'a priori, tout va bien. Mais en fait, pendant toutes ces années, on ne l'a pas laissé accepter qu'elle avait des émotions intérieures. On lui a toujours dit, ça va, là, tu peux pas te plaindre, tu n'as pas le droit de te plaindre, regarde, tu es dans une famille où il y a 2 parents, où il y a on a la santé, etc. Non, mais ça n'empêche qu'elle peut quand même ressentir certaines choses. D'accord? Et ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle. Et puis finalement, qu'est-ce que ça va faire? Ça va influencer aussi
sa manière d'agir, sa manière d'avoir ses capacités également à agir dans ce monde. Donc, en fait, notre manière, enfin, notre position dans la société, dans notre famille, tout, en fait, va créer une influence sur nos actions et sur nos pensées, d'accord? Et ça, en fait, eh bien, on a la possibilité de s'en libérer pendant le mois de Nissan et particulièrement le soir du Seder de Pessah. On peut décider, pendant le ménage de Pessah, de faire également le ménage un petit peu, de prendre conscience un petit peu des choses qui nous limitent. D'accord? Là, on parlait, OK, on va enlever les objets qui sont là depuis un moment, qu'on n'utilise pas, qui nous prennent notre énergie. Mais il y a aussi des pensées qui sont là depuis un moment et qui nous prennent notre énergie. Il y a aussi des schémas répétitifs, des habitudes qu'on a qui nous limitent. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas l'habitude dans son quotidien de s'arrêter un moment pour déjeuner. Mais elle en a besoin, en fait. Mais jusqu'à présent, elle ne s'est jamais arrêtée pour se dire « Ok, je mange un petit morceau dans la voiture, je cours, je grignote, et puis après, elle est nerveuse parce qu'elle n'a pas assez d'énergie, d'accord? Donc, cette fille-là, par exemple, elle peut à ce moment-là se dire « En fait, je peux réorganiser mon temps et me mettre en priorité. Quelles sont mes priorités? De quoi j'ai vraiment besoin pour être moi, pour laisser parler ma neshama avant mon corps, entre guillemets, d'accord? Je vais donc donner à manger à mon corps, comme ça, il est tranquille, et après, il n'est plus dans l'inconfort, dans le besoin de survie. Et du coup, moi, je peux m'exprimer. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se dire, bon, ben, en fait, je vais réorganiser ma journée et à midi, quoi qu'il en soit, à midi ou à 1 heure, eh ben, je mange. Je m'assois, je mange. Où que je sois, j'ai mon sandwich, j'ai mon truc, je me suis préparé ma lunchbox si je sors ou quoi que ce soit. Ou si je suis à la maison, je me suis préparé un bon repas en même temps que je fais la lunchbox des enfants et je m'assois, je mange. D'accord? Ça peut être du sport, ça peut être peu importe. D'accord? C'est aussi trouver un moyen, en fait, de s'organiser du temps pour soi, pour se nourrir, pour se donner à soi l'occasion de se libérer. Okay? Donc, le ménage de Pessah, il est important de le faire physiquement, mais en réalité, il doit être accompagné d'un ménage dans sa vie, entre guillemets. Réfléchir à ce qui, même en relation parfois un peu toxique, on se dit, oh là là, celle-là, c'est vrai que bon, elle est sympa, mais au final, à chaque fois que je passe un moment avec elle ou qu'elle m'appelle, j'ai l'impression que je suis en pleine forme avant et alors après, j'ai le monde qui s'écroule sur mes épaules. D'accord? Alors, comment faire pour que la relation, elle reste une relation amicale, mais pas toxique? D'accord? Plein de choses comme ça, même réorganiser avec son mari, se dire, tu sais quoi, on s'était dit à Rosh Hashanah, une des bonnes résolutions qu'on allait prendre, c'était de se faire un déjeuner en amoureux par semaine. Finalement, on est toujours un truc qui vient se mettre entre les deux. Bien, allez, viens, on s'assoit, on se dit, voilà, après Pessah, c'est sûr. Voilà, tous les mercredis, on prend déjà les rendez-vous, on le note déjà dans notre calendrier. Comme ça, des petites soirées, un petit getaway romantique ou une petite nuit à l'hôtel, un truc sympa qui va repepser le couple. D'accord? Tout ça, c'est des choses, c'est le moment de le faire. C'est le moment où on fait le ménage et où on se libère de tout ce qui nous empêche de faire ce qu'on a vraiment envie de faire. Si tu t'assois avec toi-même et que tu dis, alors, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Idéalement, voilà, dans mon couple, moi, qu'est-ce que j'aurais vraiment envie? Comment j'aimerais vraiment que ça se passe? J'aimerais bien, idéalement, faire ci, faire ça, non. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Et là, tu notes. Ok, ça m'empêche, ça m'empêche, ça m'empêche. Bon, si c'est le mari, c'est un peu compliqué. Là, il faut en discuter. Mais si c'est par exemple, je ne sais pas, l'emploi du temps, trop d'événements sociaux, je ne sais pas, n'importe quoi, et bien alors, ok, on va voir comment on s'organise pour tout réorganiser autour de ce qui est important pour moi. Ok? Et ce sur quoi je voudrais vraiment essayer d'axer notre cours aujourd'hui, c'est sur 3 choses qui sont des manières de faire qu'on a, des manières qu'on a de faire, plus exactement, des habitudes qu'on a, okay, et qui nous limitent même dans notre manière de se parler à soi, même dans notre manière d'être avec juste nous-mêmes, parce qu'on peut changer son environnement, on ne peut pas vraiment changer son environnement. La seule chose qu'on puisse vraiment, vraiment, vraiment changer, c'est ce que je pense, ce que je fais et ce que je dis, n'est-ce pas? Je ne vais jamais changer, par exemple, la manière dont mon mari me parle.
Je peux essayer de trouver les mots pour lui dire, voilà, quand tu me parles comme ci ou comme ça me fait de la peine ou ça me fait très plaisir ou n'importe quoi, d'accord? Je ne peux pas changer non plus la manière que mes enfants ont de penser, de parler ou d'agir après un certain âge. Par exemple, quand on a des ados, on sait, bon, à 16 ans ou à 15 ans ou à 14 ans, OK, on les a éduqués, mais la manière qu'ils vont avoir de parler, de penser, d'agir, en un sens, c'est un petit peu indépendant. Nous, on est là pour les canaliser, mais on ne peut pas les changer. La seule chose qu'on puisse contrôler, c'est qui? C'est moi. Je ne peux pas contrôler les autres. Je peux me contrôler. Donc, on va essayer justement de voir 3 P aujourd'hui, puisqu'on est sur Pessar, d'accord? La personnalisation. C'est des manières, en fait, c'est des schémas de pensée qui nous mènent à pas forcément aller là où on a envie d'aller. Et on va travailler donc sur nous-mêmes. OK? Donc, la personnalisation, la permanence. Et le 3e P, il fallait que je le trouve en français. J'ai marqué pénétrant, mais après, quand je l'ai dit, j'ai dit, c'est un peu bizarre, envahissant, on va dire. OK? OK, donc la personnalisation, c'est quoi? C'est quand, en fait, on se met au centre de tout. Et ce n'est pas par orgueil. C'est par nature. L'être humain n'a pas la capacité. Je ne peux pas sauter dans le corps de Morgane sans lui faire très mal. Mais je ne peux pas me mettre à sa place réellement. Je ne peux pas ressentir ce qu'elle ressent et entendre ce qu'elle entend, penser ce qu'elle pense. Je n'ai que ma manière de ressentir le monde. Donc, c'est normal que du coup, quand je perçois le monde, je me mets au centre, puisque c'est moi qui suis le centre, entre guillemets, je me perçois au centre des choses, d'accord? Donc, du coup, il y a cette tendance à la personnalisation. On va voir ce que c'est. Ça veut dire que, par exemple, quand il y a une situation, on va dire « Oh, tout ça, c'est ma faute. Oh là là, si j'avais su, j'aurais fait. Si j'avais pu, j'aurais. » D'accord? Si seulement je n'avais pas pris ma voiture ce jour-là, je n'aurais pas. D'accord? J'aurais pu, j'aurais dû, tous ces trucs-là. D'accord? Qui en réalité sont une méprise de la responsabilité de la personne. Très souvent, on se méprend sur sa propre responsabilité. Par exemple, on a une copine, on va prendre un exemple vraiment dramatique. D'accord? Il y a quelques années, en Israël, il y a une jeune femme de la communauté francophone qui s'est suicidée. Elle était une maman. Elle faisait partie d'un groupe de filles. Elle avait l'air plutôt bien, même si certaines copines proches savaient elle était un peu tristoune de temps en temps. Elle n'était pas en forme. Mais bon, tout le monde disait « Ah, ça va, allez, viens, machin. » Et en réalité, les gens autour d'elle se sont dit « Si j'avais pu, si j'avais su, si j'aurais. » Mais en réalité, est-ce que c'est leur responsabilité? Non. Une personne n'a pour responsabilité que ce qu'elle pense, ce qu'elle dit et ce qu'elle fait, puisque c'est les seuls choix, c'est la seule chose qu'elle contrôle réellement. D'accord? Et les conséquences directes, bien évidemment, de ce qu'elle dit, ce qu'elle fait, ce qu'elle pense. Si je dis tu es un gros idiot à quelqu'un, j'endosse la responsabilité de ce qui se passe avec ça. Mais en gros, je ne suis responsable que de ça. Et à partir de ce moment-là, bien sûr que j'aurais pu aller l'aider, mais la culpabilité que ça va entraîner l'action d'une autre personne, cette personne, elle a fait un choix et c'est son choix. Ce n'est pas mon choix. Donc, en fait, il faut comprendre que là, on va travailler sur 2 points essentiels qui sont la culpabilité et le reproche. Culpabilité et reproche, ce sont 2 réactions qui sont liées à une méprise de la responsabilité, du sens de responsabilité. Okay? Quand, par exemple, et qui surtout engendre beaucoup d'immobilité. Parce que quand je me sens coupable, en réalité, malheureusement, le sentiment de culpabilité n'est pas du tout un sentiment qui va me mouvoir, qui va me faire avancer. D'accord? Lorsque je me sens coupable, en général, je me ronge de culpabilité et c'est tout. Et quand je suis dans le reproche, de toute manière, ça, c'est ta faute. Ah, voilà, si je me retrouve là à Miami, à pouvoir exercer mon rôle de dentiste ou je ne sais pas trop quoi, et que je suis dans une galère, et que ci, et que ça, mais c'est ta faute. D'accord? Là non plus, en fait. Dans le reproche, on n'est pas non plus dans la bonne responsabilité. Parce qu'en fait, même s'il y a une situation, la seule chose
dont je suis responsable, c'est la manière de percevoir cette situation. Je peux choisir de dire c'est trop injuste, comme Calimero, c'est vraiment trop injuste, d'accord? Bon, c'est trop vieux pour... Il est trop mignon. Tu connais Calimero? Non. C'était un petit poussin noir, c'est ça, c'était les années 80. Ah, tu m'énerves à être trop jeune, les références... Sur la tête. Ah oui. Tu es vraiment trop injuste. Il avait des grandes lunettes comme ça, d'ailleurs. C'est un petit poussin noir avec une grande coque comme ça qui portait le monde sur ses épaules. Alors voilà, donc Calimero, d'accord, celui qui fait Calimero, eh ben, en gros, il s'enferme lui-même dans une situation dans laquelle il est esclave. Que ce soit à travers la culpabilité ou le reproche, on est dans l'esclavage. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne se laisse pas la possibilité d'agir. On n'est plus maître de ses choix. C'est the guilt and the blame qui vont vraiment, la culpabilité et le reproche qui vont vraiment venir diriger nos actions. Et il y a des gens, d'accord, qui vont pas se parler pendant 20 ans parce que tu te rends compte à l'époque, ok, ça fait 20 ans, vas-y, passe à autre chose. Il y a des personnes qui vont dire, non mais de toute manière, je n'ai pas réussi dans ma vie parce que mes parents, il y a 30 ans, C'est vrai, ok, tu as eu ces trucs de base, c'est vrai. Mais après, tu pouvais choisir de réagir autrement par rapport à cette situation. Le choix, c'est notre responsabilité. Il y a des gens qui sont bloqués dans le passé. Exactement. En fait, le passé, c'est... Bien sûr, c'est plus facile d'accuser les autres, c'est sûr. Mais quand on veut se libérer, sachez que c'était plus facile d'être esclave en Égypte. C'est d'ailleurs 80% des Juifs ont décidé de rester esclaves en Égypte et ils sont morts pendant la 10e plaie. Mais parce qu'ils ne savaient pas, ils avaient du mal à faire confiance. Même si on ne sait pas. Parce que c'est la peur de l'inconnu, c'est sûr, mais combien de personnes ont peur de prendre leurs responsabilités, justement, et de dire, ben, tu sais quoi, c'est ma faute, en fait. Ok, c'est comme ça. Je vais te dire quelque chose. La dernière fois, j'écoutais un podcast, une femme qui est passée par des moments de vie horribles, mais horribles. Et cette femme-là, elle a décidé que même si elle est passée par tout ça, ben, en fait, elle va s'en sortir. Tu en as d'autres qui s'en sortiront jamais, avec beaucoup moins que ce qu'elle a vécu. Tout est une question d'acceptation, et on va le voir aussi. D'accord? Alors, par exemple, maintenant, on va parler un petit peu de culpabilité. La culpabilité, c'est quoi? C'est se sentir responsable de quelque chose qui est, en fait, la responsabilité de quelqu'un d'autre. Ça, c'est la culpabilité. C'est-à-dire que, par exemple, une personne qui va se sentir coupable de ne pas aider son ami à préparer l'anniversaire de sa fille juste avant Pessah. Tu as une copine, d'accord? Elle te dit, ah, tu sais pas quoi, lundi, d'accord? Lundi, c'est l'anniversaire de ma fille. Je vais lui organiser un truc, machin, est-ce que tu peux, je sais pas, m'aider à aller chercher les ballons et ramener les gâteaux et les trucs? Et toi, tu te dis, attends, d'un côté, j'ai le ménage de Pessah, les enfants qui sont en vacances, mon mari qui a besoin de moi avec ci, avec ça, je suis fatiguée. Qu'est-ce que je fais? Je lui dis oui, je lui dis non. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Je veux vraiment? Ouais, vraiment, je veux surtout d'abord régler mon problème avec Pessar, enfin faire tout ce que je dois faire pour Pessar. J'aimerais bien que ma copine soit contente, mais en même temps, je veux vraiment être en forme, quoi. Je veux pas arriver frustrée et je veux pas lui en vouloir aussi d'avoir dit oui, alors qu'en fait, j'ai envie de dire non. C'est ça. D'accord? Donc, la culpabilité, c'est quoi? C'est te dire, je me sens responsable d'un choix qui n'est pas de ma responsabilité. Parce que c'est la responsabilité de cette fille de se dire, je fais l'anniversaire de ma fille 2 jours avant Pessah, ok, mais j'assume. C'est mon choix. Je me débrouille, je ne vais pas compter sur telle personne et telle personne qui, elles, n'ont pas fait ce choix. C'est ton choix, c'est ta responsabilité. Si je me sens coupable, eh bien, en réalité, je suis, entre guillemets, pas sortie d'Égypte. Pas sortir d'ici, c'est super égoïste. Non, alors justement. Et la culpabilité avec les enfants. Pareil. C'est-à-dire? Un exemple tout bête. J'aurais pu mieux faire avec les enfants aujourd'hui ou n'importe Eh bien, donc, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Ce n'est pas de la culpabilité.
Parce que là, tu es en train de te dire… regarder la télé alors que j'aurais pu aller jouer. Voilà, ou voilà, ce soir, j'ai dit, Ok. bon, hier soir, un exemple, voilà. Hier soir, j'ai dit à ma fille, ce soir, on ne regarde pas la télé, on va faire de la lecture. Et on ne l'a pas fait. Parce que, bon, bah, on a fait les devoirs. Alors mais ça, c'est ta arriver au lit- responsabilité. Oui, mais bon, enfin, je veux dire… Mais c'est ta responsabilité, c'est pas un mélange de responsabilité, c'est que tu te sens mal par rapport au fait que tu n'as pas fait ce que tu aurais voulu faire. Voilà. Mais là, c'est pas de la culpabilité vis-à-vis de quelqu'un. Bah rien. Alors ça, c'est reprends les cours de l'éducation, mais en gros, c'est quoi? C'est que tu te dis, OK, je n'ai pas envie de refaire ça. En gros, j'étais fatiguée, mais ça arrive à tout le monde. Mais là, c'est pas une culpabilité qui va t'immobiliser. Tu vas pas te dire aujourd'hui, oh mon Dieu, c'est horrible, regarde ce que j'ai fait hier, tata. Au pire, tu vas te dire, bah, ce soir, on va lire. Au pire, ce soir, on va lire. Vous savez quoi, les filles? Hier, maman elle était crevée, elle était occupée avec la cachérisation ou avec le rangement ou avec le truc. On n'a pas fait ce qu'on a dit, ça ne m'arrive pas souvent, mais tata. Il n'y a pas de culpabilité à avoir. Tu agis, tu prends en compte le truc. La culpabilité, la vraie culpabilité, c'est quand tu prends sur toi quelque chose qui n'est pas de ta responsabilité. Là, c'est ta responsabilité. Tu étais fatiguée, ça arrive à tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas grave. Tu leur as mis une vidéo et tu es allé terminer ce que tu avais à faire. Ça arrive à tout le monde, c'est pas un problème. Ben oui, mais ça arrive à toutes les mamans et particulièrement pendant Pessah. C'est pas grave. Alors, est-ce qu'on doit ressortir pour autant égoïste? Non. Et on va parler d'une mida, d'une vertu qui s'appelle Nosé Baol Imchavero, qui est d'aider son ami. D'accord? Alors oui, on doit aider son ami. En fait, on doit créer un espace pour que son ami, sa famille, son mari, ses enfants puissent exprimer et qu'on puisse les soutenir. D'accord? Maintenant, je vais vous donner un exemple. Quand quelqu'un a un fardeau à porter, on va dire par exemple une grosse valise, d'accord? Imagine, voilà, on rentre de vacances avec une valise, mais pleine de, je sais pas, de bouteilles de tequila du Mexique ou un truc vraiment lourd, d'accord? Le mari n'est pas là, ok? On est seul avec des petits-enfants, on se dit, waouh, attends, tu es devant le carrousel, tu vois un grand gaillard comme ça, tu vas te mettre à côté de lui, tu dis, va m'aider à la porter le truc, d'accord? Tu dis, excusez-moi, monsieur, voilà, j'ai un peu doux, je suis un peu vieille. Est-ce que quand ma valise elle arrive, tu peux un peu m'aider, s'il te plaît? D'accord? Là, le mec, il arrive, il te prend la valise. Qu'est-ce que tu attends qu'il fasse avec cette valise? Qu'il te la donne. Qu'il te la porte et qu'il te la mette sur ton chariot. Ouais. Pas qu'il rentre à la maison avec. Et bien, c'est exactement la même chose quand on aide une personne. La vertu que la Torah nous demande d'avoir, c'est nosé baol, c'est-à-dire de créer un espace pour être là, pour soutenir, pour aider, mais de ne pas prendre le fardeau sur nous, en fait. Le fardeau, on est là pour aider cette personne, mais le fardeau, il ne doit pas être à notre charge. OK? Parce que dans ce cas-là, ben, en fait, on est tous en train de tomber vers le sol, OK? Enfin, vers le sol. OK. Et alors, là, vous allez me dire peut-être, non, Esther, et alors, on n'est pas tous responsables les uns des autres, à Israël? Il y a il y a une phrase qui dit « Kol Israël a Revim Zelazé ». Tout Israël a Revim Zelazé. Certains le traduisent par on est responsables les uns des autres. D'accord? Mais en réalité, c'est mal traduit. Parce que ce n'est pas la responsabilité. La responsabilité, c'est la achayut. Arevim zelazé, ça vient de l'erev, qui veut dire on est impliqués les uns avec les autres. On est impliqués les uns avec les autres. Pourquoi? Parce que si toi, tu agis, ça a un impact sur moi. Si toi, tu agis, ça a un impact sur moi. Quand moi, j'agis, ça a un impact sur vous. Pourquoi? Parce qu'à la base, ces neshamot qui nous définissent, elles viennent d'une seule et même originelle et neshama. Une neshama originelle. Donc, ça veut dire qu'en fait, on est toutes des parties d'un tout. Donc, forcément, quand tu as une partie d'un tout, s'il y en a une partie qui fait quelque chose, ça a un impact sur le reste. Ça fait du sens. Mais est-ce qu'on est tous responsables de chaque partie? Non. On n'est pas responsable des autres. En revanche, ça a un impact sur nous. C'est ça la différence et c'est super important de le concevoir. Donc, en gros, comprendre que on est responsable que de ce qu'on contrôle. Et il faut avoir l'humilité de se dire qu'on ne contrôle pas tout. Baruch Hashem. Ceux qui ont des problèmes de contrôle,
d'accord, et il y en a qui sont des control freaks, comme on dit en anglais, ont souvent des problèmes de culpabilité et de reproche. C'est en général ceux qui vont t'en vouloir et s'en vouloir et t'en vouloir qu'ils s'en veuillent, d'accord. Et tu te dis, pourquoi, en fait? Quel rapport? Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont besoin de contrôler. Ils ont besoin de contrôler. C'est très bien, mais sauf que c'est ton problème, en fait. Mais je pense que si tu veux, c'est un peu un cercle vicieux et je pense que je suis un peu comme ça dans le sens où quelqu'un me demande quelque chose, le coup de pessard, tu vois, c'est genre, il faut que je le fasse. Non, il ne faut pas que tu le fasses. Laisse-la t'émerder, tu vois. Mais 6 mois après, tu vois, dans 6 mois, tu peux me déposer, je ne sais pas quoi, et la personne a une galère, elle ne peut pas, c'est compliqué, et elle te dit non, là, tu es dans le reproche, tu vois, tu te dis, putain, moi, je suis tout le temps en train d'aider, truc, machin. Et bien, c'est justement le truc, c'est qu'en fait, il faut aider. Il ne faut pas aider. Non, il ne faut pas aider sans attendre. Il faut aider de manière alignée avec ce que tu peux. C'est ça. Parce qu'en fait, quand tu donnes, et là, rappelez-moi de vous envoyer un cours que j'ai fait il y a quelques mois, auquel je ne sais pas qui était là, mais je ne pense pas que vous étiez là. C'était un cours sur le don de soi, le Bitoul. C'était, je crois, le cours sur Shemot. Très intéressant justement pour ce genre de profil, où en fait, on comprend que quand on donne et que c'est au-delà de ce que je peux vraiment donner et de ce que Hachem attend que moi je donne, parce qu'on a tous une mission dans la vie, d'accord, avec des capacités de don. Lorsque je donne parce que c'est ma mission de donner, d'accord, et que c'est juste, que c'est aligné avec ma neshama et avec vraiment ce que j'ai envie de faire, alors ce don-là, il me réénergise. C'est ça. Lorsque je donne par sentiment de culpabilité, par sentiment d'obligation, par sentiment de devoir, par sentiment de j'ai peur qu'on me reproche, par sentiment de quoi que ce soit d'autre, ça me pompe. OK? Donc, en fait, c'est ça qu'il faut apprendre à faire aussi. OK. Alors maintenant, comment est-ce qu'on va sortir de ce côté-là, de cette personnalisation-là? Eh bien, d'abord, on va se demander, est-ce à chaque fois qu'on peut, d'accord, est-ce vraiment ma responsabilité? Est-ce que ça dépend de ma pensée, de mes paroles ou de mes actions de manière directe, la situation dans laquelle je suis? Et parfois, est-ce que c'est la responsabilité de qui que ce soit? Parce qu'il y a des moments, c'est la responsabilité de personne. C'est pas de sa faute à lui, c'est pas de sa faute à toi. C'est Akadosh Baruch Hu qui l'a voulu. Et donc, quelle est la solution? L'acceptance. Accepter. C'est-à-dire que accepter, c'est quoi? C'est faire un switch interne dans notre intellect pour se dire la situation, elle est comme ça. C'est pas moi, c'est pas lui. C'est Akadosh Baruch Hu qui a voulu que ce soit comme ça. Il y a une grande différence entre accepter et être résigné. Être résigné, c'est de toute manière, puisqu'Hachem décide de tout, moi, les cocos, je m'en lave les mains. C'est pas mon problème. Non. Avant la situation, tu as besoin de faire ta ishtadout, de faire tous les efforts qui sont en ton pouvoir pour. Mais une fois que la situation elle est passée, le résultat, c'est pas toi. Le résultat, c'est pas ton problème, entre guillemets. C'est pas toi qui fais le résultat. Parce que tu peux mettre tous les efforts du monde pour réussir quelque chose. Mais c'est pas toi qui va décider du succès ou pas. C'est Akadosh Baruch Hu. D'accord? Donc, l'acceptation, c'est très libérateur. OK. Maintenant, on va parler de la permanence. La permanence, c'est quoi? Ce sont les mots et les pensées qui nous limitent. Comment? Parce que on va tout simplement se dire que ce n'est pas possible et que ce n'est jamais possible. En gros, je vais vous expliquer quelque chose. Pessah, comment est-ce qu'on a été libéré d'Égypte? La mer s'est ouverte. OK? Ouverte, d'ailleurs. La mer s'est ouverte. OK? Mitzraïm, on a dit, Sarar, Tsirim, qui sont les contractions de l'accouchement, c'est quoi? C'est quelque chose d'étroit. Donc, en fait, on va switcher d'un mode de pensée qu'on appelle en anglais narrow mindset, qui est étroit, où on ferme toutes les possibilités, il n'y a plus rien qui arrive devant nous, il n'y a pas d'espoir, à un growth mindset, qui est j'ouvre les possibilités devant moi. La permanence, ce sont tous ces mots où je me dis, je ne peux pas, mais ce n'est pas normal.
j'y arriverai jamais. C'est toujours comme ça de toute manière. Tu ne sors jamais les poubelles. Tu ne me fais jamais de compliments. Je ne peux jamais. Ou alors, c'est toujours la même chose à Shabbat. Tu t'endors, tu bois du vin et tu t'endors. D'accord? Les toujours, les jamais, les je ne pourrai jamais, je ne peux pas, c'est pas normal, c'est pas truc. Ça fait quoi? Ça te limite ton futur. Simple, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'endroit, c'est complètement limité. C'est le plus étroit qu'on peut imaginer. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour ouvrir? Eh bien, tout simplement, on va d'abord essayer de prendre conscience de ces schémas-là chez nous. Parce qu'on a toutes des choses différentes. Mais par exemple, ça peut être même avec toi-même. Parfois, tu dis, « Oh, c'est pas vrai, mais moi, je fais toujours cette même bêtise. Ah, c'est pas possible. » D'accord? Par exemple, hier, je rentre, j'ai été acheter, je sais pas, 10 boîtes d'œufs, d'accord? Donc 180 œufs. Je vais dire $180. Ouais, aussi, même plus peut-être. Et je rentre chez moi, et bien évidemment, je me dis, ah non, je vais pas faire 150 allers-retours jusqu'à mon frigo. Donc, je prends un grand truc. À ce moment-là, une copine m'appelle. Oui, oh non, Esther. Non, grâce à Dieu, en fait, juste 3. C'est miraculeux. Et j'étais en train de me dire, ah, c'est comme ça, tu fais toujours des trucs. Et après, je dis, non, Esther, tu as fait un cours sur Pessar où tu dis, ouvre les possibilités. Tiens, ça m'est arrivé aujourd'hui. C'est marrant. Normalement, ça ne me ressemble pas du tout. OK? Donc, pour le moment. Sur 10 boîtes. Sur 10 boîtes, ouais. Enfin, il n'y a que celle du dessus qui est vraiment, vraiment tombée. Mais c'était le corner qui s'est éclaté. Bon, ben, alors, en tout cas, ça veut dire que, par exemple, d'accord, lorsque je dis ça, ben maintenant, je reconnais que oui, c'est vrai. Dans ma manière de me parler à moi-même, je dis très souvent, je fais jamais ci, je suis toujours comme ça, ça c'est moi là, vraiment. Ben, en fait, tu t'enfermes toute seule dans une étiquette. Tu te colles toute seule une étiquette, tu ne peux pas sortir de cette étiquette, d'accord? Et en plus, tu es la personne qui a le plus d'influence sur toi-même. Donc, c'est très grave. D'accord? Donc, qu'est-ce que tu vas faire, par exemple? Tu vas dire, pour le moment, au moment présent, d'accord, je suis dans une situation qui est difficile. Par exemple, tu dis, oh là là, j'en peux plus, c'est pas possible, j'y arriverai jamais. Non. Pour le moment, je suis dans une situation où c'est difficile d'envisager que ma maison sera prête pour Pessar. Et pourtant, je sais que je serai assise à la table du Seder avec tout le monde, au final. Il n'y a pas eu une année où j'ai dit, bon, on le fait dans une semaine, nous, parce que je ne suis pas prête, en fait, je vais tomber, d'accord? On recommence la semaine prochaine, t'es OK, Arnaud? OK, top. Non, au final, on y est toutes à la table du Seder. Fatiguées, pas fatiguées, mais on a toutes réussi à le faire. Alors que combien de fois on s'est dit, mais j'y arriverai jamais, mais c'est pas possible, mais j'y serai jamais, alors là, c'est sûr, non, vraiment, il n'y a aucun moyen. Ben non, on y est toutes aussi, d'accord? Donc, ne pas se limiter, mais ouvrir. Au moment présent, c'est vrai que j'ai l'impression que ça va être compliqué. Mais du coup, d'un seul coup, quand tu dis ça, eh ben, tu sais que c'est juste à ce moment-là, en fait. Après, il va se passer un autre truc. D'accord? Et donc, ça ne te met pas même la même énergie sur ton cœur. Et un autre truc, la dramatisation. Oi, oi, oi. Oi, va, oi. La dramatisation, c'est quelque chose qui nous también, nous a beaucoup de problèmes dans la tête. Ah là là, la dramatisation. Alors là, hier, les meufs, je suis allée dans 3 supermarchés. J'ai fait la course, la galère pour trouver des matzot gluten-free, cachère les Pessar. Non, mais tu peux même pas t'imaginer, quoi. Et puis en plus, pour trouver une place, je te raconte pas. Les prix, je te raconte pas non plus. Bon, au final, j'en ai même pas trouvé. D'accord? Alors que tu peux dire la même chose en disant juste, là, j'ai vachement de problèmes en ce moment à trouver les matzot shmurot cachère les Pessar gluten-free. Ça existe? J'ai fait 3... Ouais. Wow. J'ai fait 3 différents magasins. D'un seul coup, tu as enlevé... Ouais, tu as enlevé un grand fardeau de tes épaules. C'est-à-dire que quand tu dramatises, quand tu racontes en dramatisant, comme on a toute l'habitude de le faire, parce que faut qu'on partage avec nos copines quand même. D'accord? C'est pas drôle. J'ai fait 3 magasins, tiens, j'ai pas trouvé les matzot. C'est pas le même style, quoi. Tu vois, c'est pas rigolo. Tu n'as rien partagé de l'ambiance, quoi. Tu n'as pas décrit tous les trucs. Mais le problème, c'est que quand tu dramatises, c'est dur, ok? Et alors, un autre truc qui est important, on a dit, c'est
pénétrant, j'ai dit en français, d'accord? Pervasive, c'est envahissant. Qu'est-ce qui est envahissant? C'est par exemple de la fumée. Quand il y a un feu, la fumée, ça va passer même sous les portes. Ça va envahir tout l'espace. Pourtant, ça devient un petit truc qui a brûlé et pourtant, ça va de partout. D'accord? C'est la même chose. Parfois, dans notre vie, on a un petit truc qui ne va pas. Un petit feu, un petit incendie dans un petit domaine de nos vies, de notre vie. D'accord? Ça peut être, par exemple, un petit problème avec une copine. Ça peut être un petit problème, je ne sais pas, avec un enfant. Et d'un seul coup, ça envahit toute notre vie. Oh là là, ma vie entière, c'est vraiment là, c'est la fin des haricots, là, vraiment, c'est horrible, je ne sais pas comment je vais faire, ma vie est ratée, c'est pourri, vraiment. D'accord? Et tu le vois, par exemple, chez les étudiants. Oh là là, j'ai raté mon bac, c'est la fin de ma vie, mais alors je ne vais rien faire de ma vie, là, c'est sûr. Alors, ok, bon. C'est ça. Tu vas recommencer, mais ça va aller en fait. Tu vas te marier après, tu auras des enfants, tu vois ce que je veux dire? Oui, ce n'est pas un contrôle. Mais en réalité, tu n'as pas raté ta vie. Tu vois ce que je veux dire? En fait, quand on a un petit incendie quelque part et que la fumée envahit tout notre espace vital et qu'on a l'impression que c'est la fin du monde, que vraiment, il n'y a plus rien qui arrive. D'accord? Pourquoi? C'est parce qu'on n'a pas compris en fait, que notre vie, elle est compartimentée en plein de domaines de vie différents. J'ai le domaine mon couple, j'ai le domaine les finances, j'ai le domaine médical, santé, j'ai le domaine les enfants, j'ai le domaine mes copines, j'ai le domaine professionnel, j'ai plein de choses différentes. Et en fait, ce sont comme des parties de moi. Il y a une partie de moi qui est vraiment messy en ce moment. Oh, les finances, laisse tomber en ce moment, c'est horrible. Depuis l'inflation, je n'arrive plus à finir les fins de mois. Mais Baruch Hashem, tout le reste, grâce à Dieu, j'ai des bonnes copines. J'ai un mari formidable. Je suis en bonne santé. J'ai des cours de Torah de folie. On s'éclate, quoi. Le reste, bon, il y a ça ne va pas. C'est vrai et c'est important. On ne minimise pas. Mais on ne laisse pas envahir toute notre vie. Pareil, quand on a quelque chose qui nous touche à l'intérieur de nous-mêmes, d'accord? Par exemple, je suis trop énervée. Non, mais là, laisse tomber comme je suis énervée. Pourquoi? Parce que là, ma journée entière, elle est pourrie. Pourquoi? Parce que tu as eu un truc qui t'est arrivé avec une caissière au supermarché. Je ne sais pas ce qu'elle a fait. Tu as pris ta boîte d'œufs, elle a secoué comme ça. De toute manière, tu vas la casser quand tu arrives chez toi. Alors, autant que je fasse ce que je veux. C'est ça. Alors, tu te dis, bon, alors tu peux te dire, oui, ma journée, elle a commencé, maintenant elle est pourrie, laisse tomber, pourrie, je vais tout m'énerver toute la journée, d'accord? Ou alors, tu peux te dire, une partie de moi est énervée parce qu'il s'est passé ça ce matin. Et en fait, d'un seul coup, tu t'autorises à être bien le reste de toi. D'accord? Pareil, quand tu as une dispute avec une copine, avec des enfants, avec ton mari, et que tu te dis, ah là, je suis trop triste. Non, une partie de moi est triste. Le reste est bien. Et en fait, là, tu ouvres tes possibilités. D'accord? Donc voilà, à Pessah, apprenons à nous aussi ouvrir la mer qui est devant nous pour nous laisser passer et pas nous laisser envahir. Ne nous pas laisser nous noyer dans cet ensemble de choses qui nous empêchent de vivre la vie qu'on a vraiment envie de vivre. Pessah Kasher Vesameach à toutes.